va aller pour l'ouverture. Merci, M. Réopel et puis M. Sarrazin pour l'ouverture de l'Assemblée. Y a-t-il des disclosure pecuniary interest, des intérêts pécuniaires à déclarer? Non, OK, c'est bon. On va aller encore avec l'adoption de l'agenda. Y a-t-il des modifications, des changements à l'agenda? Proposé par M. Sarrazin. C'est ça. Et puis appuyé M. Riopel. Oui. Tout le monde, tous d'accord? L'agenda. Bon, le premier item, c'est la délégation de M. Bélanger. M. Bélanger, on a lu votre lettre et puis ça a été soumis au comté. On attend dans vos commentaires aussi. Là. OK, bien, ça sera pour ça. C'est pour la modification du plan officiel pour changer le statut du chemin du comté 31, car ils disent que le collecteur majeur est un collecteur mineur pour la division du terrain. Ça sera possible pour que mon fils et ma bru peuvent se bâtir. OK, merci. Pour ça. Oui. OK. Monsieur Prévost, pouvez-vous nous expliquer, ça a l'air que ce chemin-là, il était déclaré majeur à le dernier plan officiel, puis c'était-tu correct, ça? C'est quoi votre opinion là-dessus? Monsieur Saint-Amour, membre du comité, Monsieur Bélanger. En fait, la situation de Monsieur Bélanger est exactement la même que Monsieur Rochon qui a fait sa présentation. Il souhaite détacher un terrain le long d'un chemin collecteur majeur. Il est collecteur majeur, M. Saint-Amour, depuis 1999. Dans la dernière révision, il y a eu il y a eu des changements dans East Hawkesbury. Celui-là, il a été oublié. Puis moi, mon intervention ce matin va être très courte, là. On a suggéré à M. Bélanger qu'il attende à la révision du plan officiel. Puis lui, il souhaite procéder tout de suite avec ça. Comme je vous ai dit, c'est la même situation qu'avec M. Rochon, où le Conseil a consenti de lui permettre de soumettre une demande de détachement de terrain, puis ça va être approuvé par le Conseil. Donc, c'est pas mal l'essentiel de ma présentation ce matin, M. Saint-Amour. Je vous laisse le soin de prendre une décision et une recommandation au Conseil. Oui, OK. M. Sarrazin? Bien, je pense que, tu sais, il faut comprendre qu'en tant que membre du Conseil, on ne veut pas aller à l'encontre du plan officiel, mais quand que ça vient de ne pas allouer un land severance à cause que le chemin, c'est un collecteur, puis qu'on pense qu'il y a beaucoup de trafic, moi, je vais vous dire, quand je passe dans ces chemins-là, j'ai plus peur de frapper un cochon sauvage que de voir un char sortir d'une entrée de cour. Puis, si c'est un collecteur majeur, j'ai de la misère à comprendre ça un peu, mais ça, c'est quelque chose qu'on discutera au prochain plan officiel. Mais moi, je pense que ça fait juste de l'allure d'aller à l'approuver du cas par cas jusqu'à ce qu'on change le plan officiel. Il faut juste comprendre que ça ne va pas à l'encontre de tout ce qui est les demandes, parce qu'il y a plusieurs autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais si on parle juste de la section, on l'alloue, puis on fait juste déroger du fait que c'est un collecteur. Moi, je suis d'accord avec ça, puis je me suis toujours dit que c'est quelque chose qu'il va falloir réviser, puis ça serait plate de faire attendre ces gens-là, parce qu'on le sait qu'on s'attend à faire ça probablement le plan officiel, là, on travaille là-dessus à la fin de cette année. Est-ce que ça va être adopté au début de 2022? J'entendais des commentaires de M. Saint-Amour l'autre jour qui disait par le temps que ça avait été se faire approuver, puis là, je ne sais pas à quel board exactement, au provincial. C'est une chose qui pourrait prendre beaucoup de temps. Fait que moi, je vais juste donner mon avis là-dessus que c'est quelque chose que j'opterais pour pouvoir voter là-dessus pour que monsieur en question peut aller de l'avant avec son land severance. OK. Y a-t-il d'autres commentaires? Comme ça, les options sont qu'il applique pour une modification plan d'officiel aujourd'hui, donc qu'ils attendent la modification du plan officiel plus tard, dans l'année 2022, ou bon, est-ce que M. Prévost, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, c'est une résolution de lui donner l'autorisation de commencer
ces constructions à M. Bélanger? Je suggère, M. Saint-Amour, membre du comité, je vous suggérais plutôt d'adopter une même position que le Conseil a fait là, pour M. Rochon, dans le sens qu'ils ont consenti qu'ils déposent une demande de morcellement de terrain, puis qu'elle soit approuvée par le Conseil, qu'il fasse fi que ce soit, là, comme M. Sarrazin a mentionné, la seule chose à date qu'on connaît qui n'est pas conforme au plan officiel, c'est que c'est le collecteur majeur. Donc, pour le reste, M. Bélanger va être sujet aux différentes études qui sont requises selon le plan officiel, si bien évidemment le comité recommande qu'il procède par morcellement, peu importe s'il est conforme au plan officiel pour le collecteur majeur. Donc, c'est moi, ce que je demande au comité ce matin, c'est une recommandation qui va être reflétée dans le rapport du comité qui va être adopté à la fin du mois, qui va permettre ou pas à M. Bélanger de procéder avec un morcellement là, tout de suite, sans attendre pour une modification au plan officiel. Oui, OK. D'abord, la recommandation sur la table va être qu'on donne l'autorisation de M. Bélanger commencer la demande de lot severance. Et puis, parce qu'on sait que le chemin, ça va être un chemin collecteur mineur dans le prochain plan officiel, on lui donne l'opportunité de commencer tout de suite. Est-ce que vous êtes correct comme ça, avec ça, les membres du Conseil? Monsieur Sarrazin. Mais je pense que ce que M. Prévost demande, c'est de proposer, de ramener ça à la table du Conseil pour déroger. Est-ce que c'est ça, M. Prévost? Non, c'est un petit peu le contraire à M. Rochon, M. Sarrazin, parce que ça va être reflété. Votre recommandation ce matin va être reflétée dans le rapport qui va être présenté au Conseil, puis là, ça va être approuvé. Donc, on bypass une étape là, que M. Rochon a dû faire face parce qu'il y avait une recommandation contraire du comité. Donc, la recommandation du comité ce matin va être adoptée, en fait, par le Conseil à la fin du mois. Ouais. Donc, je le propose. OK. Monsieur Riopel. Je le supporte. OK. D'abord, moi aussi. D'abord, la recommandation est que M. Bélanger peut avancer avec son projet. Bon, qu'on l'amène au Conseil au complet pour faire une décision finale du Conseil. Right? Exactement. En principe, M. Bélanger, on va communiquer avec vous à la suite de la réunion du Conseil qui est prévue pour le 23 juin. Donc, après ça, vous allez savoir si vous pouvez procéder tout de suite avec votre demande de morcellement de terrain sans attendre pour la modification plan officiel. OK, merci. Bonjour, M. Kirby. Bonjour. Oui. Do you want a recap? Si ça implique moi, oui. Oui, OK. Mais en tout cas, on donne la recommandation à M. Bélanger qui avance avec son application et puis que ça va être amené au comité of the whole plus tard. Okay. Ça prend un proposeur pour ça? C'est fait. OK. C'est appuyé pour le comité comme c'est là. Merci beaucoup. OK? Oui. All right. Merci beaucoup, M. Bélanger. Merci beaucoup. OK. À vous. Bonjour. Bonne journée. Bonjour. Bonne journée. Bon, les prochains sujets, ça va être on commence les 5. 5.1, c'est Official Plan Reviews. Je crois que ça va être Mme Lefebvre. C'est exact. Merci, M. Saint-Amour, membre du comité. Donc, je vais faire une courte mise à jour. Nous avons donné le contrat pour l'étude sur la croissance qui concerne les projections démographiques, les unités d'habitation et les zones d'emploi également à la firme Emson Consulting. La semaine dernière, on a eu la première rencontre avec eux pour déterminer, en fait, confirmer les échéanciers, les étapes du processus, puis le partage de l'information. Donc, l'ébauche assez complète, essentiellement, devrait être disponible en septembre pour vraiment déterminer là, les endroits de croissance. Puis, durant l'automne, à ce moment-là, il y aurait de la consultation publique concernant ces zones-là ou les résultats en fait de l'étude, les recommandations. Donc, au courant de l'été, nous allons faire des rencontres avec les urbanistes locaux. Donc, comme on avait déjà mentionné, les groupes de travail. Donc, on prépare des documents pour ces sessions de travail-là avec les commentaires qu'on a reçus du ministère.
Puis, le consultant aussi prévoit des rencontres avec les municipalités lorsqu'on va avoir les données préliminaires de chacune des municipalités pour valider selon différents items, là, les services, des choses comme ça. Puis, on pourra déjà commencer des discussions préliminaires. Les municipalités ou les zones de peuplement qui auront besoin d'agrandir les endroits qui devraient être commencer à être regardés pour ces agrandissements-là. Donc, pour le début de l'automne, on devrait être, selon le consultant, c'est possible, c'est réalisable là, d'avoir une bonne direction au début de l'automne, comment le développement devrait être planifié dans les comtés. On continue à l'interne à faire toutes les analyses là, pour les données qui doivent être partagées aux consultants, puis qui va servir aussi de base pour les agrandissements, puis déterminer les terrains qui sont disponibles pour la croissance. On a déjà des données préliminaires au niveau des terrains ruraux. Là, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions à savoir combien de terrains qui restent dans les milieux ruraux. Puis ces données-là vont nous servir aussi à déterminer combien de terrains peuvent être encore divisés de ces propriétés-là. Donc, actuellement, on a fait 2 catégories. Donc, les terrains de moins de 12 acres qui ont plus qu'un demi-acre parce que dans certaines municipalités, l'eau municipale est disponible dans les milieux ruraux, donc ils peuvent développer sur des terrains qui sont plus petits. C'est des chiffres très conservateurs parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Donc, il y a beaucoup de terrains qui ont déjà été éliminés dans cette première ronde-là. Donc, on regarde environ 300 terrains dans Prescott-Russell qui auraient moins de 12 acres pour du développement, comme qui sont actuellement vacants selon les données que nous avons là, avec les permis des municipalités locales. Puis, on a, pour les terrains qui ont plus de 12 acres et plus, on regarde environ 1000 propriétés qui seraient disponibles pour des morcellements. Donc, sur ces 1200 terrains-là, c'est à partir de là qu'on va déterminer combien de morcellements de disponibles qui restent possibles avec disons, les politiques actuelles. Si les gens ont déjà eu leur morcellement à ce moment-là, ils sont plus disponibles là, pour un autre morcellement, mais aussi avec des différents scénarios. Donc, en même temps que toutes les données, donc la prochaine réunion du mois d'août, on va avoir en fait là, une meilleure idée plus précise. Puis là, je vous donne des chiffres globaux là, pour les comtés, mais on les a déjà sortis de façon préliminaire par municipalité. Mais il y a beaucoup de travail manuel qui est nécessaire. Certains terrains ont des exceptions où est-ce qu'il y a du résidentiel qui ne peut pas être construit. Il y a certaines contraintes aussi. Donc, on fait ce travail-là pour ça. Donc, essentiellement, c'est ça. Okay. Merci, Mme Lefebvre. Monsieur Kirby. Oui. Madame, je sais que vous avez mentionné que vous avez un breakdown par municipalité. Quand est-ce que ça sera disponible, ça? Es-tu complété ça encore ou pas tout à fait? Ou... On a des chiffres préliminaires, mais on n'a pas rien exclu actuellement. Donc, les chiffres par municipalité n'excluent rien. Donc, ça vous donne un chiffre très, très positif, si on veut. Là. Donc, nous, manuellement, on doit passer à travers les propriétés pour s'assurer que ceux qui ne sont pas développables, comme juste un exemple, la première ébauche, toutes les propriétés qui étaient situées dans une plaine inondable ont été enlevées. Donc, ça ne compte pas dans ces chiffres-là. Mais s'il y a d'autres contraintes, des propriétés qui n'ont pas de façade sur une rue ouverte, par exemple, à ce moment-là, il faut les enlever. Mais je vous dirais comme pour le mois d'août, vous allez avoir les chiffres garantis. Si c'est disponible avant, nous allons les partager avec les municipalités locales. OK. Merci beaucoup. Merci. Madame Lefebvre, le 12 août, là, pouvez-vous revenir là-dessus? C'est qui a décidé? C'est qui? Où ça vient, ça, ce 12 août-là? C'est juste un chiffre comme ça qu'on a. C'était plus facile pour... on peut mettre un autre chiffre, là. C'est à la base, en fait, il n'y a pas vraiment de raisonnement. Ce qu'on entend souvent, c'est des personnes qui vont chercher à avoir des hobby farms.
Puis, c'est pas... Mais on les a tous par... chaque propriété a son nombre. C'est facile de changer le chiffre. Si vous voulez savoir moins de 5 acres, on peut le sortir, là. C'est pas un problème. OK, c'est ça. C'était mon inquiétude. C'est quelqu'un qui a 3 acres. Il y a amplement de place pour... il démontre que son puits va être bon. Il y a assez de terrain pour faire des champs septiques. Comme ça, il pourrait avancer. OK, juste faire la distinction peut-être. Ce qu'on a, ces chiffres préliminaires-là qui ont été sortis, c'est aujourd'hui, quelqu'un se présente à la municipalité, veut un permis de construction. Sur ces 1000 cucs-là, vous pouvez donner un permis en principe. C'est sûr qu'il y a d'autres contraintes, là, mais on s'entend qu'ils sont disponibles pour du développement. Lorsqu'on va arriver au moment où on va calculer le nombre de terrains disponibles pour des nouveaux lots, à ce moment-là, comme vous avez dit, un lot de 3 acres, le minimum, c'est 1 acre. Donc, oui, c'est ces terrains-là. On ne va pas éliminer les potentiels de développement sur les lots de moins de 12 acres. Ce n'est pas ce qui va être fait. Là. Puis même un lot de 2 acres va être considéré, pourrait être en principe divisé en 2. Donc, s'il reste un morcellement. Donc, toutes les propriétés vont pouvoir être... donc, c'est cette étape-là qui est plus complexe parce que certaines municipalités qui ont les services municipaux, donc l'eau municipale, leur superficie de terrain elle est différente. Donc, ça nous demande... c'est difficile d'appliquer une méthodologie là, à base de comté parce que des municipalités où est-ce que l'eau municipale, ils ont des terrains différents, donc il faut calculer différemment à ce moment-là. Merci. OK. Monsieur Sarrazin, je crois que vous avez levé la main. Oui, merci, M. Saint-Amour. Mme Lefebvre, j'ai une question, puis écoutez, là, excusez-moi d'avance parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste en zonage, mais c'est des questions de même. C'est que, est-ce que nos consultants vont être en mesure de voir, parce que là, avec le COVID, on sait que les gens veulent sortir de la ville, veulent s'établir en campagne. Souvent, le rêve des gens de la ville, c'est d'arriver puis d'acheter un 10 acres boisé, puis là, bâtir une petite maison là-dessus, puis le garder en état naturel, qui fait que ça favorise pour nous, justement, d'avoir beaucoup de boisé, puis garder des zones là, qui vont être protégées. Mais est-ce que ces consultants-là vont pouvoir nous indiquer à dire, OK, favorablement, là, parce qu'on sait que c'est illogique. Écoute, à mon avis, c'est illogique d'arriver à dire à quelqu'un de faire tous des terrains d'un acre en zone rurale. Puis, là, je donne l'exemple, c'est un chemin de comté comme le chemin de comté neuf où on a eu des discussions là, la dernière fois. C'est pas logique de détacher tous des terrains d'un acre. Mais par contre, est-ce que c'est logique de... Puis ça serait à eux de nous dire ça par rapport aux ressources, là, à l'eau, à tout ça, quand tu bâtis un puits, c'est combien d'acres minimum que ça prend pour que ça ne soit pas affecté pour les voisins, puis tout ça, parce que moi, je me dis, ça serait le fun de pouvoir offrir ça, des gens qui ont des 100 acres, puis de pouvoir offrir de séparer en 4 terrains ou en 8 terrains, mais sans en venir à des terrains d'un acre en milieu rural. On ne veut pas on veut pas des genres de villages en milieu rural, mais je pense qu'on aurait ça. Mais est-ce que c'est un sujet qui va venir? Puis est-ce que ces consultants-là, je veux dire, pour eux, là, j'imagine que pour tout le monde, avec le COVID, qu'est-ce qui se passe présentement? Il faut retourner un petit peu en arrière et regarder c'est quoi qu'on a besoin en tant que municipalité, qu'on a des terrains justement à offrir en milieu rural. Puis peut-être M. Prévost peut commenter là-dessus. Puis j'imagine que oui, ça va à l'encontre de tout département d'urbanisme parce qu'on parle souvent qu'on veut emmener tous les gens en milieu urbain pour pouvoir offrir l'eau, les services, les égouts. Puis oui, ça fait de l'allure, mais nous, en tant que petite municipalité, je pense qu'on a quelque chose à offrir aux gens de la ville. Puis c'est justement ce genre de lotissement de terrain-là, puis tout ça. Puis beaucoup de gens, nous autres, puis on le remarque, là, beaucoup de gens arrivent, ont des terrains de 100 acres, puis j'aimerais en faire 4 terrains de 25 acres pour donner un à ma fille. Puis on le sait que ça va rester boisé. On le sait que, tu sais, comme pour nous, ça va être un plus. Mais écoute, je suis ouvert aux commentaires. Moi, je ne suis pas connaissant, mais c'est ce que je peux déduire du COVID. Merci. Si vous me permettez, M. Saint-Amour, on va laisser Mme Lefebvre répondre en grande partie à ça. Juste pour mentionner, M. Sarrazin, que les lots d'un acre, c'est le minimum qu'on demande. En bas d'un acre, les gens doivent produire une étude hydrogéologique
en principe, là, mais le 1 out, c'est le minimum. Là. On ne demande pas 1 out là, comme le maximum. C'est vraiment le minimum que les gens peuvent créer. Donc, le restant, je vais laisser Mme Lefebvre répondre. Monsieur le Président, M. Sarrazin, donc essentiellement, ce que M. Prévost a mentionné, nous, notre objectif, pourquoi qu'on va utiliser le 1 out pour calculer, c'est calculer le potentiel maximum de nouveaux lots créés. Donc, c'est certain que c'est la municipalité qui détermine si vous voulez avoir un secteur qui a des lots juste de 10 acres de terrain créés, votre règlement de zonage peut établir ces minimums-là, essentiellement. Donc, la raison du minimum de 1 acre, c'est justement qui a été démontré selon des politiques provinciales que c'est la façon d'avoir la meilleure façon de s'assurer qu'un puits et un champ septique font sur une propriété. Donc, à la base, c'est ça. Pour le reste, le consultant ne va pas regarder les règlements de zonage là, des municipalités locales où c'est vraiment une projection, puis c'est de trouver un équilibre entre le développement rural et urbain, si on veut, là, dans les villages. Donc, il faut suivre les politiques provinciales, puis il faut considérer la réalité locale, comme vous avez dit. Donc, c'est avec ça et avec le travail avec les municipalités qu'on va arriver à avoir une distribution du développement. Lors de notre rencontre avec le consultant, c'est intéressant qu'on parle du COVID, on parle du travail à la maison. Eux, leurs projections sont sur un long horizon, si on veut. Là, ils vont réaliser les projections sur 30 ans. Puis, faut comparer un peu la croissance ou les projections un peu comme un marché boursier où est-ce que au long terme, on augmente toujours, mais il y a des petits événements qui font en sorte qu'on a plus de demandes et d'autres moins. Donc, le COVID fait augmenter, mais c'est seulement qu'un élément. Le consultant travaille beaucoup dans des comtés à faire des projections qui sont autour de la région métropolitaine de Toronto. Et c'est déjà, donc ils nous ont déjà montré la croissance depuis le dernier, depuis les dernières données de Statistique Canada. Puis on note une croissance. Selon eux, c'est explicable par de différentes raisons, principalement les milléniums qui entrent dans la trentaine, qui cherchent des maisons en fait à acheter. Et selon les coûts des marchés, ça affecte aussi les endroits où les gens vont s'installer. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, l'étude va nous démontrer ceci, va nous expliquer comment la croissance se passe dans les comtés. Donc, je pense que vous allez avoir là, des réponses à vos questions, puis ça va être plus précis et on va réussir à mieux comprendre comment où les gens s'installent et qu'est-ce qui influence l'endroit où ils s'installent. Mais oui, effectivement, on note une croissance, une demande pour des secteurs à l'extérieur des villes. Il y a une pression au développement, oui. OK. Merci M. Kirby. Oui, merci, M. le Président. Inondage. Comment est-ce qu'ils se basent là-dessus? Là? Parce que moi, j'ai du terrain sur le bord de la rivière. Mettons qu'on a deux maisons, puis il y a 2 lots entre les 2 maisons. OK? Il y aura 2 lots. Comment est-ce qu'ils vont se baser là? Que, ben oui, tu n'es pas capable de bâtir là. Comment ça va marcher, ça? Il va-t-il y avoir des guidelines là-dessus un peu? Ou comment est-ce qu'ils décident que ça va inonder? Monsieur Sarès. Oui, mais il y a l'étude sur le plan inondable qu'on va parler plus tard, hein? Right, Louis? Oui. Cette étude-là va déterminer beaucoup. C'est pas inondable ou pas. Je sais que l'information qu'on a dans le plan officiel, surtout le long de la rivière des Outaouais, n'est pas très bonne, je pourrais dire ainsi, là, au niveau des codes d'inondation. C'est basé sur, on ne sait pas sur quoi, on sait qu'il y a une carte qui existe avec des codes d'inondation. On a donné un contrat à la Star Nation de faire la plaine inondable sur la totalité de la rivière des Outaouais. Donc, on va être beaucoup plus fixé à ce niveau-là, M. Kirby, là, d'ici la prochaine année. Mais en gros, là, s'il y a un terrain qui est complètement à l'intérieur de la plaine inondable, il est complètement été éliminé du potentiel de développement.
fait pas grand sens de permettre du développement dans une plaine inondable, sachant qu'on sait qu'il y a une plaine inondable. Dans le temps, quand on ne savait pas, OK, on permettait ce genre de choses-là, mais maintenant, dépendamment du niveau d'inondation également, il faut prendre plusieurs facteurs en considération, l'accès sécuritaire, est-ce que ça va affecter d'autres propriétés, des choses comme ça. Donc, il y a des critères à respecter, mais après ma barre, ce n'est pas une bonne idée de permettre du développement dans la plaine inondable. OK. Oui, un follow-up, M. Kirby? Ouais, ça va être discuté plus tard, on va l'en dire. Oui. OK, merci. Okay. Merci. OK. Madame Lefebvre, je sais que l'étude démographique va dire pour les zones résidentielles, tout ça. Ça, je comprends ça. Ça fait du bon sens. C'est où si la croissance existe, on va en donner un petit peu plus. Bon, c'est là qu'il y a plus de besoins. Mais l'autre chose que je comprends moins, c'est les zones d'emploi. Et puis, pourquoi que l'étude démographique dirait qu'à cause que vous avez beaucoup de croissance dans une section, et puis ça affecte-tu le développement commercial, industriel ailleurs? Supposons, comme je pointe que East Hawkesbury, il y a moins de développement, c'est un peu plus lent. Les autres, il y aurait moins de potentiel de développer plus de commercial industriel. C'est-tu moi qui écrache ou ben non? C'est éclaircissez-moi, s'il vous plaît. Donc, M. Satamour, pardon. Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que le consultant va déterminer le nombre d'emplois. Donc, parce qu'il y a plusieurs variables à l'intérieur même. Donc, c'est du commercial aussi. Donc, c'est pas seulement des... quand eux regardent les projections, là, c'est le nombre d'emplois à l'hectare normalement. Et ça va inclure différentes catégories. Donc, il va y avoir du commercial léger, si on veut, là, donc de desserte locale. Donc, c'est certain que pour des municipalités qui ont plus de population, plus de croissance, mais ils vont devoir accommoder plus de ces services commerciaux-là parce qu'il y a une plus forte demande pour les gens. Mais à base de compter, c'est regarder aussi le type d'emploi dans Prescott Russell. Donc, à ce moment-là, on pourrait avoir des secteurs qui sont plus grands à certains endroits, indépendamment de la croissance de la population. Donc, dépendamment s'il y a des pôles industriels ou commerciaux plus intéressants, puis que selon des analyses du consultant, il y aurait un effet d'attraction à ces pôles-là. À ce moment-là, on pourrait prévoir plus de croissance. Mais juste par rapport à certaines municipalités, comme lors même de la dernière révision, certaines municipalités avaient été en deçà de ce qui leur avait été attribué. Mais en tout, dans Prescott Russell, on avait un surplus de terrain. Puis, terrain, quelle sorte de terrain? De terrains commerciaux, ce qu'on appelle le Trade and Industry, qui est identifié au plan officiel. Donc, certaines municipalités n'en avaient pas ou en avaient pas assez et d'autres en avaient en surplus. Donc, cette analyse-là va être faite aussi. OK, mais ça va être un item que je vais contester assez fortement parce que pourquoi qu'on se limiterait au développement potentiel commercial? Pourquoi à cause qu'il y a peu de croissance dans East Hawkesbury, s'il arrive une possibilité de développement, que tu dis non, l'étude démographique ne te montre pas ça. Anyway, après ça, le corridor de la 417 aussi. Prends-tu ça au cas? Prends-tu conscience aussi? Anyway, ça je peux peut-être jump the gun, là, on va attendre l'étude, mais il ne faut pas se tirer dans le pied pour limiter la croissance. Je comprends résidentiel, mais c'est quand ça arrive au développement commercial, industriel, là, pourquoi se limiter? Je peux répondre si vous voulez. C'est la province qui établit les règles, malheureusement. La province, c'est la même chose c'est la même chose qu'on ne peut pas prévoir plus de développement pour les unités résidentielles. Donc, on ne peut pas plus agrandir Rockland ou plus agrandir Russell que qu'est-ce que l'étude démographique va démontrer. Donc, on ne peut pas plus identifier de terrain
que qu'est-ce que l'étude démographique va démontrer. Il y a une autre stratégie qui peut être utilisée et c'est d'identifier des terrains pour du développement futur. Donc, sans les sans leur donner résidentiel ou non, Monsieur Saint-Amour, c'est du commercial. On parle du commercial industriel, là, donc un parc industriel, disons, municipal, par exemple. Vous pourriez l'identifier avec la désignation de commerce et industrie, puis sur une période de 25 ans, mais ça nous permet un horizon plus loin où est-ce qu'on pourrait avoir une autre zone qui est prévue pour plus tard, donc pour les 25 à 50 prochaines années, qui est réservé. Donc, on le protège pour du développement, pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres types d'usages qui vont empêcher d'agrandir ce parc industriel-là. Mais c'est sûr que l'objectif, c'est d'avoir un développement qui est réfléchi. Donc, on commence à remplir le parc industriel, par exemple, qui est existant. Puis après ça, selon ce qui est démontré, on déborde. Donc, on avait déjà mentionné que également, la situation actuelle dans les Comtés-Unis, c'est qu'on est en mode très réactionnel parce qu'on sait ce qui se passe juste quand la révision du plan officiel arrive. Donc, avec le consultant, on va développer, on a déjà débuté là, à développer un outil qui va nous permettre annuellement de savoir comment la croissance progresse, indépendamment du résidentiel que du commercial industriel dans Prescott-Russell. Puis annuellement, on va pouvoir sortir des chiffres pour les municipalités, pour le Conseil des comtés, qui va déterminer combien il en reste de terrain, comment qu'on a fait de croissance, où est-ce qu'elle s'est passée, puis comment il en reste de terrain. Parce que là, on aimerait adopter un plan officiel sur une période de 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas pendant 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un outil comme ça pour savoir, OK, à chaque année, où est-ce qu'on en est? Peut-être que dans 4 ans, on va arriver puis dire, bien là, on n'en a plus assez de terrain industriel, puis il faut aller de l'avant avec une modification au plan officiel, puis on a ces chiffres-là pour nous supporter. Donc, faut regarder de la façon comment on peut développer des outils puis innover pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe sur le territoire, puis pas avoir une surprise au bout de 5 ans, puis dire, ah, c'est ça qui arrive. Oui, il ne faudra pas avoir une surprise de plus de développement, ça fera mal, ça. Monsieur Sarrazin. Bien, M. Saint-Amour, Mme Lefebvre, bien, je pense que c'est une excellente nouvelle d'entendre ça, qu'on va. Puis j'imagine que c'est quelque chose de différent de ce qu'on a fait dans les dernières années, qu'on va suivre ça un peu plus de proche, parce que, écoute, il faut se le dire, 10 ans, c'est long. Puis en 10 ans, beaucoup de choses qui changent dans ces années-ci. Fait que je pense que c'est une excellente nouvelle d'entendre que ça va être continuellement révisé puis regardé. Donc, parce que ça m'inquiétait beaucoup d'approuver un plan officiel qui serait bon pour 10 ans sans trop. C'était ça un peu que je déplorais, que je trouvais qu'au bout de 8 ans, là, puis 7 ans, là, c'est comme si on n'a pas fait une coupe comment est-ce qu'on appelle ça, des amendements ou whatever, ben, ça vient que c'est plus vraiment la réalité du jour. Ben, excellente nouvelle. OK, oui, merci beaucoup. D'autres questions, Mme Lefebvre, sur la révision le update sur le plan officiel? Non? Si je peux me permettre, M. Saint-Amour, oui. Juste un complément de ce que Mme Lefebvre a indiqué, l'outil dont elle a parlé, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille sur ça, cet outil-là, pour justement, comme Mme Lefebvre a dit, là, on ne se fera pas pogner les culottes à terre. Dans le futur, on va pouvoir mesurer la croissance de façon annuelle. Puis on en est très fiers de cet outil-là qu'on va partager justement avec les municipalités. Donc, on va toujours être à jour. Puis, vous n'avez pas à vous inquiéter, M. Sarrazin, le plan officiel, oui, c'est pour 10 ans, là, mais on peut faire des modifications à l'intérieur de ce 10 ans-là si le conseil le juge qui est nécessaire d'en faire. Donc, on n'est pas du tout menotté avec ça. Là. OK. C'est qu'après un plan officiel adopté, on peut-tu aller demander un amendement 6 mois après? Oui. La réponse simple, c'est oui. OK. Merci. Mais, ouais. La réponse simple, c'est oui. Merci. C'est plus compliqué que ça, là, mais ouais. Oui. OK. C'est tout. Merci beaucoup, Mme Lefebvre. Très intéressant. Merci. OK. Prochain item, c'est lease agreement dans Forêt-la-Rose. Oui, Monsieur Saint-Amour, membre du comité, je voulais vous tenir au courant qu'on a signé 2 ententes de location
à la Forêt-Larose. Le premier, c'est pour le centre d'accueil qui a ouvert ses portes vendredi dernier. Puis ça, je vais y revenir là, parce que j'ai d'autres choses à vous demander par rapport à ça. Donc, on est très fiers de ça. À cause des restrictions sanitaires présentement, la salle communautaire comme telle n'est pas ouverte. Cependant, ce qu'on appelle le bike shop est ouvert. Donc, à partir de vendredi, je crois que les mesures sanitaires vont s'alléger. On va pouvoir accepter des gens à l'intérieur de ça. Donc, le centre va être ouvert lorsque le bike shop va être ouvert. C'est les gens qui ont la location du bike shop qui vont s'occuper de l'entretien du bâtiment. Donc, va être accessible au public lorsque le bike shop va être ouvert. Ça ne sera pas 7 jours par semaine en partant parce qu'il faut qu'il bâtisse sa clientèle. Puis, une question aussi d'employés, de disponibilité. Mais déjà, au cours du dernier week-end, les propriétaires, les locataires, qui est le centre Mana de Limoges, on est très fiers de ça, avaient une trentaine de locations au cours du week-end, juste pour le premier week-end. Donc, il faut comprendre que le centre Mana loue des vélos dans la forêt à partir de son domicile à Limoges depuis maintenant 3 ans. Donc, on est très fiers que ce soit eux à qui on a accordé une entente de location pour ça. Puis, je vais y revenir à ça également. Puis, l'autre entente de location, c'est avec M. Ryan, qui vous a fait une présentation un peu plus tôt cet hiver pour la location des cabines, des mini-cabines. Donc, c'est prévu de commencer au mois d'août. Donc, on a signé l'entente de location. Il reste à fournir une preuve d'assurance. Puis, comme vous le savez, c'est un projet pilote de 2 ans. Il n'y a aucune possibilité de prolongation, de prolonger ce contrat-là. Dans le dernier 6 mois de cette entente-là, on va procéder avec un tender pour voir s'il y a d'autres gens qui sont intéressés pour qu'on puisse, si c'est M. Ryan qui remporte la soumission, qui est le plus haut soumissionnaire, parce que dans ce cas-là, ça ne sera pas le plus bas soumissionnaire, ça va être le plus haut soumissionnaire par rapport aux dividendes qu'ils vont nous payer. Donc, il va pouvoir continuer à garder ces mini-cabines-là. Sinon, on va être fixé, puis M. Ryan va pouvoir prendre, si ce n'est pas lui, par exemple, qui remporte la soumission, bien, il va avoir amplement de temps d'enlever les cabines là, dans le temps prescrit pour permettre à l'autre entrepreneur de permettre ça. Donc, on a choisi les endroits. Il y a 6 endroits dans la forêt. Les gens vont pouvoir se rendre à vélo, à raquette ou bien à pied à ces endroits-là. Donc, il est très optimiste. On a vu des croquis de ce qu'il construit. Bien, pas juste des croquis, des photos de ce qu'il propose. C'est des structures qui vont bien se marier avec le paysage de la forêt à l'intérieur des plantations. Il y a des conditions quand même assez strictes dans le bail qui fait en sorte qu'on assure un contrôle assez serré là, pour ça, la limitation de ce qui est permis. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux 2 ententes comme telles avant que je revienne là, pour le centre d'accueil? M. Kirby? Juste une petite question. Quand tu parles de bike shop, là, il répare-tu les bicycles aussi? Oui, il répare des vélos. Puis il vend-tu aussi? Il vend, pour l'instant, M. Kirby, il ne vend pas de vélos pour la simple raison qu'ils sont extrêmement difficiles à trouver, les vélos, présentement, à cause de la pandémie. C'est comme toute autre chose. Les bateaux, les 4 roues, les motos. Il y a même eu de la difficulté à avoir des vélos pour de location. Donc, on espère que l'année prochaine, ça va être beaucoup mieux. Là. Mais éventuellement, peut-être qu'il va en vendre, M. Kirby, des vélos, là, mais la shop n'est pas très grande non plus. Là, donc, il est bien aménagé. En tout cas, j'ai hâte de vous faire visiter ça parce qu'on n'a pas eu d'ouverture officielle non plus à cause de la pandémie, mais on prévoit à l'automne, si tout va bien, de faire une ouverture officielle parce qu'on a quand même reçu une subvention du fédéral là-dessus. Donc, on s'est dit qu'on était pour faire justement une annonce officielle. Puis si on est chanceux, je dis ça comme ça, là, je sais qu'on est une réunion qui est live, là, qui est disponible au public, mais notre premier ministre du Canada a visité la forêt à quelques reprises au cours de l'hiver. Donc, si on est chanceux, peut-être, on va certainement essayer de lancer une invitation pour voir s'il peut être présent avec notre député, M. Drouin. Tout ça dépend, bien évidemment, s'il y a des élections. En tout cas, il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte, là, mais en tout cas, on va lancer l'invitation définitivement. Merci. Okay, oui. Monsieur Sarrazin? M. Saint-Amour, M. Prévost, je voulais juste dire que c'est important là, parce que quand ça avait sorti, ça, les petites cabines, là,
c'est peut-être important, ça avait sorti la nouvelle tout croche. Là. Il y a des gens qui pensaient qu'il était pour avoir un projet de résidentiel dans Forêt-la-Rose. Sûrement, M. Prévost en a entendu parler, puis on a vu ça sur Facebook, tout ça. C'est juste faire sûr d'éclaircir que c'est quelques petites cabines qui sont louées pendant quelques nuits, puis c'est pratiquement comme des petites roulottes, puis ça n'a aucun impact, puis il n'y aura pas de projet de maison dans Forêt-la-Rose. Non, vous avez bien raison de le préciser, M. Sarrazin. Ils sont éparpillés ici et là, puis l'empreinte, là, elle va être extrêmement minime. Là, puis en plus de ça, les cabines vont être amovibles, donc vont être sur roue. Alors, on a vérifié l'accès avant même d'approuver les sites, donc il n'y a pas. C'est vraiment, on n'anticipe pas vraiment de problème au niveau environnemental par rapport à ça. Donc, je n'ai pas d'autres questions par rapport à ça. Moi, j'ai besoin d'une exemption du comité qui va faire une recommandation au conseil. Puis j'ai Mme Parisien qui est là pour m'appuyer ce matin par rapport à tout contrat qu'on donne. C'est normal, c'est une pratique courante qu'on demande des certificats d'assurance pour avoir une couverture pour protéger les intérêts de la corporation. Puis dans le cas de la location du centre d'accueil, le locataire est venu, il nous a donné l'information nécessaire de la couverture de 5 millions. Cependant, il lui manque la couverture de 5 millions. Il y a seulement 2 millions pour la location de vélos à des mineurs. Ça représente 20 de sa clientèle, mais ce qui est très important, c'est que les sentiers dans la Forêt-la-Rose sont très, très familiales. Je vous dirais que 50 à 60 de la clientèle, c'est des jeunes familles. On lui a demandé au locataire voir s'il était en mesure de se procurer une assurance supplémentaire pour atteindre le 5 millions pour strictement la composante de location de vélos aux mineurs, puis c'est exorbitant le montant qu'il devrait dépenser. Donc, moi, j'ai consulté les finances, puis ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on avait besoin d'une exemption du conseil, puis apparemment que ça s'est fait dans le passé. Je comprends que, puis Mme Parisien peut préciser là, que le risque est accru au niveau des comptes unis si on permet ça, parce que si jamais il y avait une réclamation, on pourrait payer à plus long terme à cause que c'est des mineurs, mais moi, je demanderais au comité de voir s'il y a une exemption qui est possible pour ça, pour permettre la location mineure, même s'il n'y a pas une couverture à 5 millions. Monsieur Sarrazin? Ma question est peut-être à Mme Parisien. Est-ce que ça serait safe de dire éventuellement, on le voit souvent, ces genres de tu sais, comme pour certaines personnes, ça coûte extrêmement cher, ces assurances-là. C'est sûr que ces assurances-là, le 5 millions, je pense qu'il a été pris en considération avec beaucoup de choses qui pourraient se passer dans nos travaux publics, dans les services de paramédics. Mais est-ce que ça serait safe éventuellement de peut-être regarder ça et dire qu'est-ce qui touche aux paramédics, aux travaux publics, ça reste ça, puis pour qu'est-ce qui est le reste des petits services, ça serait peut-être favorable de baisser ça à grandeur de tous les différents départements? Monsieur le Président, Monsieur Sarrazin, c'est une bonne question, puis je reconnais là, que c'est une question qui revient assez fréquemment là, au Conseil par rapport aux couvertures. C'est un défi que les gens rencontrent. C'est certain que le 5 millions, effectivement, c'est en fonction des litiges, des poursuites qu'on a encourues. C'est une recommandation de notre courtière en assurance aussi pour protéger la corporation. Mais ça fait partie de mes plans là, avec mon département de réviser la politique pour permettre une certaine latitude là, au niveau de certaines exceptions. C'est sûr qu'on recommande, tu sais, le 5 millions, ça semble beaucoup, puis je comprends que c'est un défi, mais c'est pas rare les cas qu'on voit, puis ça prend vraiment pas grand-chose pour qu'on soit impliqué dans une situation comme ça. Vous l'avez entendu souvent, ça prend juste 1% de responsabilité pour qu'on paye la facture au complet. Fait que, tu sais, c'est une réalité qu'on connaît, là. On en voit des cas, puis ça prend vraiment pas grand-chose pour qu'on soit impliqué. Mais c'est certainement un projet que j'envisage d'entreprendre, si pas cette année, là, pour revoir un peu la politique, puis permettre une certaine latitude pour reconnaître que certains plus petits contrats, peut-être qu'une diminution de couverture serait appropriée. Merci. D'abord, M. Riopel. Merci, M. Saint-Amour. Moi, ma question va se relier sur le département des assurances. C'est bien beau que les maires peuvent décider pour les comptes unis, mais il reste encore que c'est une couverture d'assurance. Est-ce qu'on a la permission ou la recommandation de nos assureurs d'aller de l'avant et de réduire cette demande de 5 millions à 2 millions? Monsieur le Président, Monsieur Riopel, c'est certain que avant d'apporter
toute modification au niveau de la politique pour diminuer la couverture d'assurance, on va vérifier avec nos avocats, puis on va vérifier avec notre courtière en assurance. Dans le cas de M. Prévost, on a validé auprès de notre courtière en assurance, puis elle ne nous recommandait pas de diminuer la couverture au niveau des mineurs dans le contexte, parce qu'il y a un risque particulièrement accru au niveau des mineurs, parce que les autres, ils détiennent jusqu'à l'âge majeur, plus 2 ans, pour apporter une réclamation. Puis vous pouvez comprendre aussi que si un accident assez important, on pourrait être porté à payer des dommages sur une très grande période, là, surtout si c'est un plus jeune enfant. Donc, c'est certain qu'on a validé ça auprès de la courtière en assurance. Mais le Conseil a l'autorité, en vertu de la politique d'approvisionnement, d'accepter une exemption à n'importe quelle des dispositions dans la politique si elle le juge convenable dans les circonstances. Merci beaucoup. Monsieur Parisien, levez la main tout à l'heure. On va continuer avec vous, Monsieur Riopel. Merci. Mon suivi, c'est que si le Conseil décide d'aller contre la recommandation de l'assureur, est-ce que l'assureur peut refuser tout paiement puis mettre la responsabilité sur le dos des comptes unis? Monsieur le Président, Monsieur Riopel, c'est toujours une recommandation, ce que le courtier d'assurance fait. Ça ne change pas notre couverture ou notre protection. Eux autres nous font une recommandation pour protéger la corporation, mais c'est le Conseil qui a la latitude de choisir ce qu'il veut en fonction de la situation. Merci. OK. Monsieur Parisien. Merci, Monsieur le Président. En complément à ce que Mme Parisien a dit, c'est nous le client, donc c'est nous qui choisissons ce qu'on veut faire. Il y a des situations où est-ce que moi, par la politique d'approvisionnement, j'accorde des exemptions pour diminuer la couverture de 5 à 2 millions quand c'est un cas, ce qu'on appelle un no-brainer, puis qu'il n'y a pas vraiment d'impact ou ça ne met pas en jeu la couverture des comtés. Mais quand il y a un cas comme celui où M. Prévost vous parle ce matin, moi, je ne suis pas du tout à l'aise de donner cette exemption-là parce que, justement, il y a un risque et donc, à ces moments-là, il doit s'en remettre au Conseil pour le faire. Mais oui, il y a des fois où j'accepte de baisser le montant parce que ça ne fait pas de sens. Puis, il y a d'autres fois, exemple, que je vais simplement demander au chef d'aller au Conseil parce que je ne suis pas à l'aise de prendre cette décision-là. On va devoir, par contre, revoir tout ça. Là. Il y a des situations où est-ce que notre couverture là, de 5 millions, là, c'est excessif. OK. All right. D'abord, membre du Conseil, c'était quoi votre position là-dessus? Parce que ce serait pour un contrat de 2 ans, je crois, hein, M. Louis? Monsieur Saint-Amour, oui, le contrat est pour 2 ans, renouvelable pour 3 autres années avec ce locataire-là. Okay. Oui, M. Riopel? Qui avec des waivers, est-ce qu'on peut alléger un peu la responsabilité des comptes unis en vertu du 2 millions à 5 millions? Est-ce qu'un waiver peut être signé comme quoi qui tient à 0% la corporation responsable? Est-ce que ça se fait? Monsieur Saint-Amour, Monsieur Riopel, oui, il y a des waivers qui sont signés pour toute location, mais est-ce que ça vaut vraiment sur le papier sur lequel c'est écrit? Ça, c'est souvent, on se pose la question, mais oui, il y a des waivers qui sont signés. Même nous, quand on a des événements à la forêt, on fait signer des waivers là, pour quand on prête des vélos ou bien qu'on permet là, des promenades de traîneau à chien. OK. Merci. Monsieur Kirby? Merci, Monsieur le Président. Combien de différence de coût en argent, c'est 2 millions à 5 millions? C'est plusieurs milliers de dollars, Monsieur Kirby. Juste sa couverture actuelle où il y a le 5 millions sur tout le reste, là, ça coûte 5 000 de prime à ce locataire-là. Donc, il m'a indiqué qu'il ne pouvait juste pas là, se procurer cette assurance-là au prix là, que son assureur. Puis, en fait, ce n'est pas juste le montant, c'est également la disponibilité d'avoir cette couverture-là parce qu'il y a eu un échange de courriel où les deux assureurs s'entendent que c'est difficile d'aller chercher ça parce que c'est rare. Donc, notre assureur nous recommande de ne pas aller de l'avant comme elle protège les intérêts de la corporation, puis elle fait une très, très bonne job à ce niveau-là. Là. Dans tous les dossiers qu'on a, c'est une personne qui est extrêmement connaissante. C'est juste que, comme M. Parisien l'a indiqué, des fois, ça fait du sens, d'autres fois, non. D'autres fois, c'est pour ça qu'on vient au Conseil qui ont l'autorité de permettre ou pas cette exemption-là. Moi, je la recommanderais, basée sur
nos sentiers, c'est des sentiers qui sont familiaux. Je sais qu'il y a toujours un risque, là, mais si on avait construit des sentiers où il y avait différents niveaux de difficulté, là, surtout dans la région où les vélos sont loués, là, je ne serais pas à l'aise de venir au comité avec une telle recommandation pour un exemption. OK, merci. Monsieur Sarrazin avait la main à lever. Oui, merci, M. Saint-Amour. M. Prévost, juste pour comprendre, c'est que la personne qui loue les bicyclettes, là, les vélos, c'est que lui, c'est quand même pas de sa, comment je dirais ça, de ses problèmes si quelqu'un se fait mal dans les trails. C'est que si lui, il aurait arrangé quelque chose après un vélo, j'essaie de comprendre la responsabilité de lui versus la responsabilité des comtés unis avec les gens dans les trails. Tu sais. C'est une bonne question que vous avez là, M. Sarrazin, puis je n'ai pas la réponse à ça. J'assume que c'est strictement par rapport à ce qu'il loue, parce que en plus d'avoir une couverture de son assurance à lui, on a une couverture également du Ottawa Mountain Bike Association, qui est en fait pas le mandataire, mais ceux qui s'occupent des sentiers. Donc, on demande une couverture d'assurance, puis eux, ils l'ont, de 5 millions. Donc, on a 3 couvertures d'assurance par rapport à des usagers là, dans la forêt. Donc, ça serait par rapport aux vélos, puis ces vélos-là sont super bien entretenus. Souvent, c'est des vélos neufs qui sont changés à toutes les années. Donc, mais vous posez une bonne question que je n'ai pas la réponse, M. Sarrazin, par rapport exactement à ces points. OK. Merci. Y a-t-il d'autres choses? Monsieur Réopel, correct? Oui, moi, je suis bon. OK. D'abord, il faut arriver avec une recommandation du comité. Qu'est-ce que êtes-vous d'accord pour le 2 millions ou qu'on refuse la demande? Monsieur Sarrazin? Moi, je suis d'accord avec les 2 millions, puis je ne veux pas aller à l'encontre de l'administration, mais ma question, c'est qu'on, tu sais, comme que M. Prévost vient de dire, c'est pas vraiment clair. Comme eux autres, la compagnie, ils en ont des assurances. Nous, les comtés unis, on a des assurances. Ensuite, on est couvert par justement le club de vélo. Fait que tout ça ensemble, je me dis, est-ce qu'il peut arriver quelque chose d'assez catastrophique en vélo pour que quelqu'un puisse nous actionner pour 20 millions? Faut que tu ailles sauter bien haut avec ton vélo pour. Tu sais, je sais pas, j'essaie de comprendre le risque. Semble très minime, là, tu sais. Oui. Monsieur Kirby? Moi, je vais appuyer. Puis, comme qui dit, là, on a d'autres assurances aussi avec les vélos qui pourraient nous aider de là si quelque chose arrivera, je pense. Oui, Monsieur Prévost? Si je peux apporter juste une précision à ce que M. Sarrazin a mentionné, là, dans le passé, là, je pense que c'est dans Bruce County, il y a quelques années, il y a eu une grosse poursuite pour une personne qui a eu un accident, un adulte, qui a eu un accident qui était quadraplégique. Il y a eu un accident dans un endroit où il y avait eu des structures de bois qui avaient été aménagées, là, des skills pour faire ses habiletés. On n'a pas de ça à la forêt. Je suis carrément contre ça, justement, à cause du risque de responsabilité accrue si jamais il y a des accidents. On n'a pas de ça. Les gens des sentiers sont sur du sable. C'est pas, il n'y a pas de feature, comme on les appelle, là, qui pourrait causer un danger. Mais ça, écoutez, moi, je ne suis pas devin ou quoi que ce soit. N'importe qui peut avoir un accident dans un stationnement également. Donc, OK. S'il voit un orignal, puis il frappe un arbre, puis il va dire que l'arbre va bouger, puis il va actionner les comtés, on sait comment ça marche, hein? C'est à cause de l'orignal, mais c'est dans la Forêt-la-Rose. Oui, bien, et vas-tu poursuivre le fournisseur de bicycles? C'est quand il ira poche, il va poursuivre les contenus. Anyway, OK, c'était proposé puis appuyé. Y a-tu un membre du conseil qui est contre la proposition? Ben, moi, je compte. OK. Je suis obligé de le dire. All right. C'est noté. Okay. Et puis, la proposition est adoptée. Okay. Merci. All right. On a 5 minutes pour faire floodplain mapping. Essentiellement, c'est strictement, on peut le ramener aussi au prochain comité si on n'a pas vraiment le temps. C'est qu'on a entrepris l'étude de plaine inondable de la rivière de l'Outaouais, puis on souhaiterait ajouter un segment dans la ville de Rockland, le ruisseau La Fontaine, qui est lors d'inondation de la rivière des Outaouais, c'est de l'eau de la rivière qui recule, du backup water, comme on dit en anglais, dans ces endroits-là, puis il y a un potentiel de développement. Donc, okay. On a eu des discussions avec... terrain de golf, ça, là? Non, c'est près du Walmart.
en arrière de ça, là, dans ce coin-là. C'est le ruisseau. Il inonde beaucoup à cause du niveau de la rivière de l'Outaouais qui recule là, les eaux. Puis il y a des potentiels de développement là. Justement, il y en a un développeur qui veut développer dans ce coin-là. Puis on a des discussions avec la ville. On n'a pas une idée des coûts encore. Je m'imagine que ça ne sera pas astronomique, mais c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter au budget l'année prochaine. Moi, ce que j'ai dit à la ville, j'ai dit, est-ce qu'on peut s'afforder de ne pas le faire? On est en train de faire l'étude de Plaine Nondable. On ne veut pas se retrouver avec du potentiel de développement où ils vont développer dans la Plaine Nondable. Donc, moi, ce que je demande d'avance au conseil, voir s'ils sont d'accord à inclure ça. Je ne sais même pas si on va avoir le temps de le faire parce qu'il y a un temps prescrit pour compléter cette étude-là. Puis je ne sais pas exactement comment ça va coûter, mais ça va coûter, excusez-moi, je figure dans l'ordre de 10-15 000 peut-être de plus qu'on pourrait ajouter au budget l'année prochaine. On a déjà sauvé de l'argent l'année dernière sur d'autres études qui vont être appliquées à cette étude-là. Donc, en bout de ligne, je ne crois pas que ça va changer vraiment le budget pour l'année prochaine pour ce projet-là. Oui, OK. Et puis même, le promoteur pourra tout le temps faire une étude si on n'a pas le temps de le faire ce coup-ci. Oui, exactement. Exactement. OK. Donc, c'est à titre d'information. Oui. Merci beaucoup. Et puis, la date pour la prochaine réunion, c'était établi le 24 août à 9 h. Oui, si le comité est d'accord, on changerait la date prévue là, du 11 août au 24 août à 9 h. Les membres, tout correct avec ça? OK, merci beaucoup. D'abord, on va aller à l'ajournement à 8h58, proposé par M. Kirby, appuyé par M. Riopel. Merci beaucoup, messieurs. Merci, messieurs. Bonne journée. Bye tout le monde.